Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode des ADP consacré à MG. Le sujet de la vidéo sera plus exactement la MGB, mais on va d'abord se pencher sur la marque qui, vous allez le voir, a une histoire tellement bordélique qu'on va faire ça en plusieurs épisodes au fur et à mesure qu'on va aborder d'autres modèles d'MG dans Test Drive. Parce que si je dois tout expliquer aujourd'hui, on est parti pour 4 heures. On va donc repartir des fondements de la marque dans les années 20. Et déjà là, c'est le bordel puisque on ne sait pas en quelle année exactement la marque a fait son apparition. En effet, la marque a eu des premières apparitions de logo en 1923, mais officiellement elle ne se considère comme existant que depuis 1924, alors que la production et la vente des véhicules a seulement débuté véritablement en 1926. Autant dire que quand une marque ne sait pas elle-même sa date de fondation exacte, ça promet une histoire bien chaotique. MG dans un M pour Maurice et G pour garage, le garage de Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Avec un nom comme ça, on pourrait penser que c'est monsieur William Morris qui a fondé la marque, alors qu'en fait, pas du tout. Elle a été fondée par Cecil Kimber qui vendait des voitures dans une des concessions de Morris, mais qui les modifiait légèrement avant et qui apposait ce petit logo sur l'avant des véhicules dans sa concession du centre de Oxford. Mr. Kimber continuera ses petites procédures à l'arrière du magasin pendant quelques années et en 1930, il sera décidé avec Morris et Kimber de créer une entité séparée pour vendre ses véhicules modifiés. Ce sera la MG Car Company. On notera tout de même que MG Limited restera entre guillemets gestionnaire de cette nouvelle entité. Les 22 prochaines années seront plutôt calmes pour la petite firme britannique et c'est en 1952 que ça va commencer à devenir véritablement le fourbi puisque le groupe MG Limited dont fait partie MG Car Company sera repris par la British Motor Corporation ou la BMC qui à l'époque rachetait à peu près tout ce qui pouvait rouler sur le marché britannique. En 1967, le groupe BMC change de nom et devient une holding, la British Motor Holdings. 1968, un an plus tard, ça n'a pas traîné, ça devient British Leyland. Nouvelle période d'accalmie sur laquelle on va revenir un peu plus tard puisque c'est dans cette période que la MGB a été produite jusqu'en 1990 où encore une fois MG change de propriétaire et rejoint Austin Rover et vous allez voir que c'est à partir de là que ça va devenir compliqué pour la petite marque britannique puisqu'on va un petit peu la couper de ses origines et lui proposer de fabriquer des voitures qui n'ont plus grand chose à voir avec ce qu'elle a toujours fabriqué. En 1992, Austin Rover devient Rover Group. De nouveau, ce n'est qu'un changement de nom et ça ne change pas grand chose. Et ils aiment bien changer de nom puisque pour changer de millénaire, ils vont encore changer l'appellation du groupe pour MG Rover Group. MG est enfin reconnu comme étant un groupe. Quelle puissance! C'est faux. MGRG ne survivra pas très longtemps puisqu'en 2006, c'est le dépôt de bilan. Mais néanmoins, quelqu'un va venir financièrement les sauver avec deux buts. Le premier, annoncer directement poursuivre la production de pièces détachées pour les voitures du groupe déjà vendues et déjà en circulation. Et avec un projet un peu plus secret, mais on l'a vu dans l'histoire moderne, le retour de la marque au premier plan. Ce groupe s'appelle Nanjing Automobile Group. Il est basé en Chine et un an seulement après le rachat de MG Rover Group, ils seront également fusionnés avec un autre groupe et encore un changement de nom pour rejoindre la SAIC Group en 2007, donc avec cette fois-ci les propriétaires actuels de MG. Belle histoire, hein? En 2016, le siège social de MG sera déplacé de Oxford vers Marylebone, alors que la production, elle, sera délocalisée en Chine. Parce que c'est plus facile quand tes patrons sont chinois de fabriquer tes véhicules en Chine. C'est bien connu. C'est surtout que ça coûte moins cher. On en arrive ici sur l'histoire moderne de la marque et le retour des SUV hybrides électriques. Mais ça c'est une autre histoire, on y reviendra un peu plus tard, on va plutôt revenir sur la MGB. Revenons en 1962, date du début de production et des débuts de vente de la MGB qui nous intéresse aujourd'hui. La voiture se présente sous la forme d'un petit roadster à l'anglaise. Le véhicule pèse évidemment moins d'une tonne. À l'époque, il n'y avait pas autant d'airbags qu'aujourd'hui et faire des voitures légères, c'était moins compliqué. Bref, une petite voiture minimaliste et élégante qui va plaire au public. En 1965, elle subira un dédoublement de personnalité puisqu'à côté du Roadster, un coupé GT fera son apparition. Il prendra des airs de break de chasse et sera dessiné par Pininfarina.
carrossier et designer qui était particulièrement en vogue à l'époque. À côté de ce choix de carrosserie, niveau mécanique, pas beaucoup de changements puisqu'on retrouve toujours le même bloc 1798 cm3 développant 95 chevaux. Il s'agit du bloc BMC de série B à double carburation SU qu'on retrouvait déjà sous le capot des MGA avant la MGB. Autant dire que ce moteur-là est très connu des Anglais, qui vont donc par conséquent ne pas être trop perdus de ce côté-là. Nous aurons néanmoins assez rapidement une première évolution, la MGB Mark II, qui reprendra le même moteur mais équipé de 5 paliers. Pour ce qui est des finitions, elles seront légèrement revues sur la Mark III, qui là encore sera un très léger lifting. Et c'est seulement à partir de la Mark IV que nous aurons le gros du changement avec une voiture rehaussée de 3 cm, équipée de pare-chocs en polyuréthane au lieu des pare-chocs chromés qui ont fait la beauté et le succès du modèle sur les 3 premières séries, et avec l'arrivée de l'intérieur full plastique. On aime ou on n'aime pas, MG a réalisé cette version pour se conformer aux normes de sécurité et de pollution aux États-Unis. Et niveau pollution justement, eh bien, certaines versions US tombent de 95 à 69 chevaux. Et avec ça, ils arrivent encore à partir en tête à queue sous la pluie, les Américains avaient vraiment le pied très lourd. D'autres moteurs seront néanmoins proposés tout au long de la durée de vie de la voiture. Le 1800 fera l'entièreté de la carrière du modèle, mais sera rejoint par un 3 litres d'origine Austin qui sera placé sous le capot de la MGC, ainsi que la MGB GT V8, utilisant donc un V8 4 litres d'origine Rover, inspiré par un préparateur un petit peu allumé, Ken Costello, qui s'était amusé sur une centaine de MGB à installer des V8 Oldsmobile. Ça a inspiré le constructeur qui s'est dit qu'il y avait peut-être un marché à se faire, et ils ont suivi le mouvement. Avec un 0 à 100 en 8 secondes 3, 1 km départ arrêté en 29 secondes 4 et 200 km/h en pointe, cette version V8 était évidemment la version la plus performante de toutes. Bien après la fin de production de la MGB, Rover continuera de lui faire des clins d'œil avec en 1993 la MG RV8 au design néo-rétro très inspiré de la MGB mais un peu plus ancré quand même dans le présent avec des équipements de l'époque. Voyant que le cabrio attire toujours le public, MG va tout de même essayer 3 ans plus tard, en 1996, de proposer un nouveau cabriolet, ce sera la MGF. Plus de V8 sous le capot ou de gros moteurs, on revient sur un 1800 moderne, originaire de chez Rover. La MGF sera une jolie voiture, mais qui va totalement changer de philosophie par rapport à la MGB, puisque le moteur avant sera remplacé par moteur central arrière. C'est pas toujours pratique, et si les ventes ne seront pas si mauvaises que ça à l'époque, on notera tout de même que ça sera pas le même succès que la MGB. En 2002, la F sera remplacée par une version évoluée, la TF, qui survivra jusqu'en 2011 et la chute du constructeur. MGTF qui, on remarquera, réutilise le nom d'une MG des années 50. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Si MG a voulu, avec ses F et TF, rendre hommage à la B et essayer de vendre un maximum de cabrios, c'est la MGB qui malgré tout détient le record des cabrios les plus vendus de la marque, et pas seulement que de la marque, puisqu'avec un total de 523 836 unités pour environ 350 000 roadsters et 150 000 coupés, eh bien la MGB a non seulement détenu le record du cabrio le plus vendu de la marque, mais aussi du monde. Et c'était inscrit au Guinness jusqu'à ce qu'une petite japonaise nommée Mazda MX-5 passe par là et fasse plus d'1 million de ventes. Voilà donc pour l'histoire de la MGB et la MGB GT, on va regrouper les deux ensemble ici. Voiture qui a donc marqué son histoire, une voiture mythique qui a énormément de fans encore aujourd'hui avec la semi-disparition du constructeur, puisque je vous le disais en début de vidéo, la Chine arrive et va remettre sur le marché, il est en train de remettre sur le marché le constructeur britannique. Le renouveau de la marque MG avec les Chinois au pouvoir, c'est particulier. Ils nous proposent du SUV électrique, je ne pense pas que j'aurais fait ça à leur place. Personnellement, je pense que j'aurais, comme Alpine l'a fait il y a quelques années, proposé ce qu'on sait faire de mieux, à savoir un cabriolet, et éventuellement électrique s'ils ont envie, pour derrière proposer une gamme plus élargie avec des SUV, des berlines, ce qu'ils veulent. Mais voilà, ils ont décidé de revenir directement avec un SUV électrique. Je pense que les propriétaires d'MG anciennes vont tourner le dos à ces nouvelles MG, et que la nouvelle clientèle n'aura plus rien à voir avec celle qu'elle était il y a 50 ans. Mais ça, c'est un autre problème, et nous verrons à l'avenir ce que ça donne pour MG avec ses SUV électriques, en espérant tout de même qu'un de ces quatre, ils nous proposeront une petite voiture de sport pour rappeler qu'ils ont une histoire riche dans ce domaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des anecdotes du paddock, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes,
Et puis je vous donne rendez-vous dans à peu près 2 semaines pour un épisode de Test Drive et dans environ 1 mois pour le prochain épisode des anecdotes du paddock. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.